C'est parti, nous sommes en direct et en public. Pour la suite de ce cours haletant avec cette question fondamentale, comment sortir de la guerre de tous contre tous? Alors que les hommes naturellement entretiennent des rapports conflictuels, toute la question est de savoir comment vivre en paix, car la paix est une nécessité pour le développement de l'homme, comme nous l'avons vu hier. Grand B, donc, le pacte social et la nécessité de la loi. Pourquoi y a-t-il une nécessité à la paix? Parce qu'on avait vu que la guerre est ce qui empêche le développement de toutes les capacités de l'homme. Le développement de l'agriculture, le développement de la technique, le développement des langues, le développement des sciences, le développement de la culture, etc., etc. Donc les hommes comprennent que la vie humaine nécessite la paix. L'absence d'État, on l'a vu, correspond à un état de guerre parce que, en raison de la liberté naturelle, les hommes agissent uniquement en fonction de leur intérêt. Et comme il y a une égalité de puissance des hommes les uns envers les autres, il y a un conflit possible en permanence. Autrement dit, par retour, on comprend que ce que doit apporter l'État, c'est la sécurité. Comme la cause de la guerre, c'est la capacité d'agir individuelle, la liberté naturelle, eh bien, pour assurer la sécurité, il va falloir que chacun des individus abandonne cette liberté naturelle. Comment? Hobbes, dans le Léviathan, livre 2, chapitre 18, présente la théorie du pacte social. Qu'est-ce que c'est que ce pacte social? C'est un artifice, une invention des êtres humains qui se mettent d'accord pour vivre en communauté et en paix. Ce pacte social consiste en l'abandon de la liberté naturelle contre la mise en sécurité. Vous connaissez l'adage qui dit « la bourse ou la vie ». Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! It's called spin the dial. Open it up. Et bien là, on a exactement cela. La liberté ou la vie. Ainsi, chaque citoyen décide collectivement avec tous les autres d'abandonner sa liberté naturelle, d'abandonner sa capacité à agir à un tiers. Tous les citoyens confient à l'État leur puissance, leur force d'agir. Ainsi, l'État se trouve chargé de la puissance de l'ensemble des citoyens. Il devient comme tout puissant. Le Léviathan dans la Bible, c'est un monstre qui est aussi puissant que Dieu, c'est-à-dire puissant de telle sorte qu'aucune puissance terrestre ne puisse le concurrencer. C'est là la clé. Vous vous souvenez, la raison de la guerre, c'était l'égalité de puissance. Si l'État est composé de la force de tous les citoyens qui lui abandonnent leur liberté et donc lui jurent obéissance, si l'État est composé de la puissance de tous les individus, il devient surpuissant. L'État, c'est l'artifice qui permet de créer une disproportion de puissance, qui permet de faire en sorte que s'attaquer à l'État n'est même pas envisageable, car l'État est tellement fort qu'on risque de tout perdre. On n'a aucune chance de gagner contre l'État. Ce qui va créer la sécurité. Parce que quand quelqu'un attaquera un citoyen d'un État, il sait qu'il aura à répondre de son acte devant cet État qui a toute la puissance contre ce simple individu. L'individu ne peut rien contre l'État. En quelque sorte, on peut dire que Hobbes ne supprime pas la violence, mais il la transforme. Il fait en sorte que la violence devienne dissuasive. Vous connaissez l'histoire de la dissuasion nucléaire. C'est l'idée qu'un État se protège parce qu'il a une bombe tellement forte. This is the end, beautiful friend. This is the end, my Que personne ne va l'attaquer de peur de la représailles. Eh bien, c'est exactement la conception de l'État de Hobbes. Personne n'attaquera un autre citoyen protégé par l'État
de peur de la bombe nucléaire, c'est-à-dire de la surpuissance, de la disproportion de puissance incommensurable de l'État contre lui. L'idée, c'est ce qui est résumé dans cette phrase de Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que pour assurer la sécurité, il est en mesure d'utiliser tous les moyens pour faire en sorte que les citoyens lui obéissent. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce modèle du pacte social ? Premièrement, il faut réussir à définir l'État. L'État, vous l'avez compris, c'est une construction humaine. C'est un artifice inventé par les hommes pour assurer leur sécurité. Et cet État, on peut le nommer Léviathan, c'est-à-dire tout puissant, parce qu'il est composé de la force de tous les individus qui se sont engagés, qui ont abandonné cette puissance à l'État. Ainsi, l'État crée une disproportion de puissance, de telle sorte qu'il n'y a aucune chance de le battre si on est en conflit avec lui. C'est le modèle de la dissuasion. On n'attaque pas l'État, on n'attaque pas les intérêts de l'État, on n'attaque pas ceux qui sont protégés par l'État, parce que le risque est trop grand. Ce n'est pas une suppression de la violence, c'est un déplacement de la violence d'un modèle, disons, physique à un modèle dissuasif. Cela a quelques conséquences. La loi, alors, doit être comprise comme l'expression de la volonté du souverain. La loi, c'est l'ordre de ce que l'État impose à ses citoyens qui lui ont promis obéissance. N'ayant plus de liberté naturelle, les citoyens ont ce qu'on appelle une liberté politique. Et la liberté politique, c'est faire ce qui n'est pas interdit par l'État. On comprend donc l'importance de la loi dans ce dispositif. La loi est une nécessité parce que sans loi, pas de sécurité. Autrement dit, la loi est une nécessité parce que l'État est une nécessité pour la mise en sécurité des citoyens, sécurité qui est la condition du développement humain. La loi, c'est l'expression de la force du souverain, force à laquelle tous sont soumis de la même façon. On comprend donc alors pourquoi on respecte la loi. On respecte la loi parce que c'est une contrainte très forte. On sait que si on ne respecte pas la loi, la force de l'État s'abat sur nous. Mais on respecte aussi la loi et on accepte cette contrainte justement parce qu'on sait quelle est la condition sine qua non, la condition sans quoi aucune vie humaine n'est possible, nous dit Hobbes. On accepte ce sacrifice très grand de notre liberté naturelle pour un autre bien, le développement humain. Autrement dit, vous avez compris que le rapport entre les citoyens et l'État chez Hobbes est un rapport de force disproportionné, qui conduit ainsi à faire en sorte que la force ne soit pas concrète, réelle, mais qu'elle soit juste une possibilité. Ça permet aussi de comprendre ce que c'est qu'une révolution. Une révolution, au sens strict, ou une guerre civile, c'est le moment où la population, où les citoyens enlèvent leur confiance à l'État, refusent l'obéissance à l'État. Comme l'État n'est rien d'autre que la somme des forces des citoyens. Quand c'est 3 ou 4 délinquants qui vont contre la force de l'État, pas de souci, l'État possède une disproportion de puissance. Mais quand cette proportion de citoyens qui refusent l'obéissance à l'État devient trop grande, trop forte, alors l'État n'a plus de puissance, puisqu'il est amputé d'une partie trop importante de sa force pour se faire respecter. Alors il y a un changement de régime, une révolution, parce que l'État n'existe que parce qu'il possède la puissance des individus. C'est un rapport très compliqué, et c'est un rapport de puissance. Au moment où il y a une puissance supérieure qui se crée contre l'État, l'État est dissous. Ce rapport de force n'est pas sans poser problème. Et il faut se demander justement si on a là une conception pertinente du droit, de la loi. À quel moment on peut parler de justice, telle qu'on l'entend habituellement ? Ce sera la question que nous allons aborder dans la critique. Grand C, critique. Maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement de la philosophie politique de Hobbes, on va essayer de voir quelques limites. En fait, la pensée politique de Hobbes, on pourrait la caricaturer un peu en parlant de coût-avantage. L'avantage de l'État, c'est la sécurité. Le coût de l'État, c'est la renonciation, l'abandon de la liberté. Autrement dit, chez Hobbes, il y a une opposition entre d'un côté la sécurité et de l'autre la liberté. On a même l'impression que les deux sont inversement proportionnels. C'est-à-dire que
Plus il y a de liberté, moins il y a de sécurité. Mais plus il y a de sécurité, moins il y a de liberté. Et ça conduit à un premier paradoxe. Le paradoxe serait le suivant. Ainsi, l'état qui serait le plus sécuritaire serait celui dans lequel il n'y a plus aucune liberté d'action. Et s'il n'y a plus aucune liberté d'action, ça voudrait dire que tout le monde serait en prison. C'est complètement absurde. Évidemment, ce n'est pas ce que veut dire Hobbes, mais c'est intéressant de voir que dans cette philosophie, la liberté est ce qui empêche la sécurité. Alors, toute la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que c'est un moyen qui est nécessaire, coûteux mais nécessaire, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour parvenir à la sécurité sans supprimer la liberté? Pour comprendre cela, il faudrait vous expliquer l'idée du panoptique. Et je vous avais dit qu'il fallait que je vous parle du panoptique un jour. Le mot panoptique, c'est un mot qui a été inventé par un philosophe anglais, Bentham. Pan, en grec, ça veut dire tout. Optique, ça veut dire voir. Panoptique, c'est celui qui voit tout. Bentham, il a inventé une prison qui serait un panoptique. Je vous montre le modèle. C'est tout simple. La prison est construite en rond. Tout autour, il y a les cellules. Au centre de ce rond, il y a une tour. Et cette tour, elle peut observer toutes les cellules en même temps. Ça, c'est très important. Et puis, deuxième point, elle peut observer toutes les cellules sans que les cellules elles-mêmes puissent voir ce qui se passe dans la tour. C'est-à-dire que quand bien même le prisonnier n'est pas surveillé maintenant par le gardien, il craint de pouvoir l'être. Et c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a plus aucune intimité puisqu'il est bien possible que le gardien regarde. Tout ce que l'on fait, tout ce que font les prisonniers, peuvent être sus par les gardiens. C'est ça le panoptique en termes de prison. Et au XXe siècle, il y a un auteur français qui s'appelle Foucault, qui a repris ce mot et qui dit « La société contemporaine, ce qui la caractérise, c'est d'être construite comme un panoptique. C'est de faire en sorte qu'on puisse tout savoir de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Et ainsi, dès que le pouvoir le souhaite, d'être capable de vous arrêter. » Réfléchissons un instant. Avec vos téléphones portables, vous avez un GPS dans la poche. À tout instant, l'État peut savoir où vous êtes. Vous avez des connexions Internet? Hyper facile de savoir, du coup, quel site vous regardez, quels sont les achats que vous faites. Google établit d'énormes bases de données pour justement créer un profil à votre nom. Vous avez une carte bancaire? Tous vos achats sont tracés. Vous vous promenez dans la rue? Pas de souci, il y a de la vidéosurveillance. Encore une fois, personne ne regarde ces datas, si ce n'est des algorithmes qui font des prédictions, etc. blablabla. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers toutes ces nouvelles technologies numériques, si quelqu'un veut savoir, alors il peut. Nous avons la capacité à être observés à tout instant. Et ce grand œil qui nous regarde là, c'est ça qui nous interdit toute forme d'intimité, toute forme de liberté. Nous ne pouvons plus aller gravement contre la loi parce que nous avons un œil qui nous surveille en permanence. Au fond, l'incarnation de cela, et je vous conseille de lire quelques articles, c'est la Chine. La Chine, c'est un État qui répond exactement aux critères de Hobbes. C'est-à-dire que c'est un État totalitaire qui donne la loi, c'est-à-dire l'expression de sa volonté, pour permettre à chacun des citoyens d'être le plus productif possible. Et pour tout le reste, tout est noté, observé, contrôlé, etc. L'État est tout-puissant. L'État assure la sécurité des individus. Pourquoi il le fait? Pour qu'ils puissent travailler, c'est tout. Est-ce que c'est ça un bon État? C'est ça qu'on doit réfléchir quand on veut comprendre ce qui se passe chez Hobbes. On arrive donc à exprimer ce paradoxe de l'inverse proportionnalité de la sécurité contre la liberté. Et on arrive à ce paradoxe où si la sécurité se fait au détriment de la liberté d'action des individus, alors que la sécurité était voulue pour le développement des êtres humains, eh bien s'il n'y a plus de liberté d'action, il ne peut pas y avoir de développement. Donc il faut vraiment réfléchir à cette question et de savoir comment permettre le développement humain par la sécurité sans que la sécurité devienne le critère de jugement. Autrement dit, la sécurité est importante, mais elle est un critère de jugement d'un État insuffisant. Ce n'est pas parce qu'un État assure la sécurité, qui est l'une de ses missions, qu'il est un État légitime qui remplit
toutes ses missions. Pour le montrer, on peut faire deux réflexions. La première, c'est de dire qu'il y a des États qui assurent la sécurité de leurs citoyens, et pourtant, ces États ne respectent pas de la même façon les droits, la justice pour les uns et pour les autres. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est lutter efficacement contre le terrorisme, contre la criminalité, contre la délinquance, et croyez bien, sans porter la moindre atteinte, ça va de soi, aux droits de l'homme. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui veut porter atteinte aux droits de l'homme? Au fond, on pourrait dire que l'exemple le plus fort, et je vous invite à vous renseigner sur le sujet, c'est la Chine. Et elle le fait grâce aux éléments qu'on a pu voir dans le panoptique. C'est donc problématique, impossible avec ce critère de la sécurité, de distinguer entre une dictature, une tyrannie ou un régime totalitaire et un régime qui serait respectueux des citoyens. Ça conduit à se poser la question de savoir qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la loi? Est-ce que la loi, c'est juste l'expression d'une force? Et c'est pour cela que je vous invite à étudier un texte de Rousseau qui nous permettra de mieux comprendre quelle est la nature de la loi et son rapport avec la force. Alors voilà, vous avez devant vous un texte de Rousseau assez célèbre dans lequel il critique le droit du plus fort. Le plus simple, c'est peut-être que vous preniez ce texte dans votre classroom, que vous l'étudiez pendant 5-10 minutes avec les consignes et que vous repreniez la vidéo juste après. La consigne est la suivante. Pour le premier paragraphe, faites un tableau en 2 colonnes et repérez les caractéristiques du droit et les caractéristiques de la force. Et essayez de voir quel est le rapport entre les deux. Pour le deuxième paragraphe, essayez de trouver le type de raisonnement que Rousseau met en place. Je lis le texte avec vous. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort. Droit pris ironiquement en apparence et réellement établi en principe. Mais, ne vous expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non pas de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir? Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il n'en résulte qu'un gallimacias inexplicable. Car sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt avec la force? S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir. Et si l'on n'est plus forcé d'y obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force. Il ne justifie ici rien du tout. Allez, au travail. Ça fait 20 minutes que vous travaillez, vous avez eu raison de revenir. La première idée de Rousseau dans ce texte, c'est de dire que le droit du plus fort trouve son origine dans la volonté du fort d'établir dans la durée sa volonté et de faire croire que sa volonté est du droit. Alors la question de Rousseau, c'est de savoir, est-ce que la force est un bon fondement, c'est-à-dire une bonne raison de faire du droit? Que ce soit son origine, ça, il n'y a pas trop de doute. C'est toujours le fort qui met le droit. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit que c'est juste que ça l'est véritablement. Donc la question de Rousseau est la suivante. Est-ce que quand le fort met du droit, il a raison? Alors il faut expliquer précisément ce que veut dire ce mot de droit du plus fort. Rousseau va étudier la nature des deux concepts. Qu'est-ce que c'est que la force? Qu'est-ce que c'est que le droit? Et il va essayer de voir quel est le lien entre les deux. Et si on regarde bien, il donne 3 caractéristiques à la force, 3 caractéristiques au droit. Prenons les caractéristiques de la force. Première caractéristique de la force, c'est une puissance physique. Céder à la force, c'est un acte de nécessité. Au plus, un acte de prudence, un acte de tactique. Regardons maintenant, qu'en est-il du droit? C'est opposé à la question de la moralité, ou à la question de la volonté, ou à la question du devoir. Ainsi, vous le voyez, quand on parle de droit du plus fort,
il n'y a aucune connexion conceptuelle. Il est impossible, quand on étudie ce que c'est que le droit, c'est-à-dire une force physique, c'est-à-dire de l'ordre de la nécessité, peut-être de la prudence, il est impossible de déduire du droit, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la moralité, du vouloir, donc de la liberté, et donc du devoir. Et de même, si on prend le problème dans l'autre sens, si on recherche quel est le fondement du droit, impossible de trouver les caractéristiques de la force. Autrement dit, il n'y a aucun lien entre les deux. Quand on étudie le droit, on comprend que la force ne fonde en rien du tout une idée de la justice. Et pour montrer qu'il n'y a rien de commun entre droit et force, eh bien, Rousseau va aller un peu plus loin dans le deuxième paragraphe. Il va produire un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'il va montrer que l'expression droit du plus fort ne veut rien dire, qu'elle est absurde, qu'en fait, il n'y a rien d'autre dans l'expression droit du plus fort que de la force. Et oui, si la force est la cause du droit, donc l'effet de la force serait le droit. Quand la cause change, l'effet change. Donc, quand la force changerait, le droit changerait. Donc ça veut juste dire que si on est plus fort, on fait le droit, et personne n'est obligé d'y obéir à condition qu'il soit le plus fort. Il n'est pas du tout question d'une relation de droit, de justice, il est question d'un rapport de force. Autrement dit, le droit du plus fort, c'est de la force. Ça n'est en rien du sérieux. droit. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Tonton veille sur vous.